Et on parlait de tribunal numérique, j'accueille justement un monsieur, un grand innovateur du droit qui avait créé un tribunal en ligne dédié aux affaires numériques, un centre d'arbitrage en ligne, et également président de droit d'urgence, également fondateur de Métallo, maître Jérôme Justy. Merci infiniment, Thomas, de cette invitation. Je te rends le micro, peut-être, parce que j'ai celui-là. Oui. Il fonctionne. Vous m'entendez bien? Ou tu préfères que je prenne? Non, très bien. Alors, j'ai la lourde tâche, chers amis, de faire cette conclusion de ce riche débat de ce matin. Je vous proposerai peut-être un pas de côté que j'espère consensuel, même si je risque de radicaliser un peu mes propos. Je fais partie de ces personnes qui ont vécu le numérique depuis 1995 et qui ont accompagné l'économie numérique. Karima, tu rappelais cette bataille infernale qui existait entre hébergeurs et éditeurs, et c'est vrai que j'ai eu la chance d'en être, sinon le témoin, l'acteur. Je fais aussi partie de ces nombreuses personnes qui ont aujourd'hui un regard critique sur le numérique. Et ce regard critique, je ne le porte pas seul, puisque la FING a réussi à créer un collectif autour de cette question de l'idée de resetter, de réinitialiser le numérique. Et je suis de ces personnes qui s'en veulent absolument d'avoir eu les yeux fermés pendant 20 ans sur ce que le numérique ne nous apportait pas. Et je prétends aujourd'hui de façon très forte que le numérique n'a pas tenu ses promesses. Le numérique n'a pas tenu ses promesses parce que aujourd'hui, il nous déçoit. Il nous déçoit parce que, au lieu de nous libérer, je pense qu'il nous aliène. Il nous aliène pour différentes raisons. On pensait que le numérique allait renforcer notre démocratie, servir le printemps des peuples. Or, aujourd'hui, le numérique catégorise, renforce les communautés, séparatise. Et il est devenu un réceptacle de la haine, des propos mensongers, des fausses nouvelles et du complot. On pensait que le numérique allait libérer les entreprises, profiter aux outsiders. Il n'en est rien, puisque la superpuissance de quelques géants ou titans du numérique, qu'on croyait des désintermédiaires, sont devenus des intermédiaires ultimes. On pensait aussi que le numérique allait réinventer le travail, libérer le travail. Aujourd'hui, il n'en est rien. Il précarise, féodalise les travailleurs de plateformes. Ces plateformes qui sont sans Dieu ni maître, je ne parle pas des vôtres, chère Karima, sans foi, ni loi, ni cœur. On pensait que le numérique allait rétablir ou équilibrer les classes sociales. Il n'en est rien. Le numérique sacralise les élites technophiles et déconnecte les populations pauvres et misérables. Je veux juste vous donner quelques chiffres. Alors, je sais que les juristes n'aiment pas les chiffres, mais je vais vous les asséner quand même. 10% des plus grandes entreprises, dont la plupart sont des géants du numérique, réalisent 80% des profits. Quand Apple a dévissé en bourse en 2018, sa valeur a perdu 350 milliards de dollars, ce qui correspond à la valeur totale de LVMH et Total réunis. Google et Facebook représentaient 14% du marché publicitaire en 2010. En 2020, c'est 70%. Et en 2024, certainement 78%. En pleine pandémie, en cette crise sanitaire que nous connaissons tous, Ford a perdu 47% de sa valeur boursière.
Amazon, Netflix et Tesla ont progressivement augmenté de 28% et 67%. Google a absorbé, depuis sa création, 214 entreprises. Et pour finir, en 2019, il faut savoir que le salaire moyen chez Google et Twitter dépassait les 160 000 $, le salaire moyen, 160 000 $. Chez LinkedIn, Facebook ou Microsoft, c'est 150 000 $. Malheureusement, dans le même temps, les 10% les moins aisés de la population ont vu leur niveau de vie reculer de 270 €. Les GAFAM, et c'est des derniers chiffres que je vous donnerai, représentent 9,3% du marché des actions pour seulement 0,23% de l'emploi. En 1973, General Motors comptait 830 000 employés. Facebook, en 2016, 15 000. Quand Facebook a racheté WhatsApp en 2014 pour 19 milliards de $, l'entreprise WhatsApp comptait seulement 32 employés. C'est pourquoi il faut, messieurs, mesdames, resetter le numérique et resetter le droit du numérique. Alors moi, le numérique, il est vrai, je suis comme avocat né dedans, puisque je le pratique depuis 25 ans, et je me rends compte depuis 25 ans qu'il y a 4 grands principes de notre droit qui sont aujourd'hui bafoués. Le premier principe, c'est le principe de responsabilité, ce principe fondateur de notre République. On est responsable de son fait. Dans une République améliorée, on est même responsable du fait d'autrui. Alors, j'ai tout à fait entendu ce que vous disiez lors de ce dernier atelier sur la responsabilité des hébergeurs et des éditeurs. Pour moi, ce débat est dépassé, et vous-même, vous semblez le considérer ainsi. Mais je voudrais quand même fêter un anniversaire qui me semble malheureux aujourd'hui. C'est cette directive de 2000 qui a été donc transposée en 2004 dans la loi pour la confiance, dans la loi pour la confiance dans la société numérique. Voilà, exactement. Vous voyez, j'ai du mal à le dire, c'est peut-être un lapsus, parce que LCEN, en effet, parce que qui a fondé une espèce une irresponsabilité a priori de droit, et qui aujourd'hui se transforme en irresponsabilisation de fait. Et je le dis avec d'autant plus de vigueur que je me bats aujourd'hui contre, en effet, un gros, il ne faut pas réduire la question du numérique au seul géant du numérique, mais que depuis 12 mois, j'essaye d'obtenir de Google une simple identité d'un simple auteur de blog qui a diffamé mon client. Je vais en référé, je retourne au référé, je saisis la cour d'appel pour obtenir une adresse Gmail. Une adresse Gmail qui, bien entendu, n'identifie pas encore l'auteur de mon blog. C'est contre cette irresponsabilisation-là que je me bats. Et malheureusement, en 20 ans, concernant ce sujet précis, on a déconstruit ce qu'on a mis 200 ans à construire dans notre droit, à savoir qu'il ne peut pas exister de liberté sans responsabilité. Et malheureusement, cette irresponsabilité actuelle de certains nous oblige à devoir réagir et à devoir rappeler que le principe de responsabilité est un principe fondateur et fondamental en République. L'autre principe qui me semble être attaqué, c'est le principe de libre contractualisation. On signe aujourd'hui et on souscrit aujourd'hui des choses qu'on ne lit pas, des choses qu'on ne comprend pas, des choses qui sont écrites en anglais ou traduites pire dans un mauvais français, des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment. On ne sait plus contractualiser. Autre principe fondamental de notre République, et je pense de notre République numérique, c'est qu'il faut que les contrats soient signés de façon libre et éclairée.
Et ce n'est malheureusement pas le cas. Et c'est vrai qu'on pouvait considérer qu'avant, sans un bon avocat, on ne comprenait pas ce que l'on signait. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on signe à tire-larigot toute la journée, sans lire, sans comprendre et sans savoir ce que l'on signe. Et ça, c'est aussi dû au numérique, hein, avec ces conditions générales qui sont cliquées ou pré-cliquées ou à cliquer, qui renforcent l'idée qu'aujourd'hui, nous ne savons plus ce qu'est un contrat. Le troisième principe, à mon sens, qui fonde également notre République, c'est le principe de propriété qui est aujourd'hui attaqué. Le principe de propriété, vous le connaissez, depuis 1789, c'est un principe inviolable, sacré, mais qu'on a mis deux siècles à relativiser, à borner. Je suis spécialiste en droit de la propriété intellectuelle et je sais bien que le droit de la propriété intellectuelle n'est plus aujourd'hui un principe absolu, hein, qu'il est tempéré par le droit à l'information, le droit du consommateur. Or, avec le numérique et l'accaparement de certaines plateformes, nous sommes aujourd'hui dans une surpropriété qui ne dit pas son nom, tout est appropriable. Et Axel Lemaire, avant de partir, m'a dit, et je crois que quelqu'un tout à l'heure, lors de l'atelier, en parlait, Jérôme parle des communs. Jérôme parle des communs parce qu'en effet, les communs juridiques sont aujourd'hui la contrepartie, la réponse à cette surappropriation qui nie le principe même de propriété. La propriété ne peut être absolue, elle l'est malheureusement aujourd'hui avec certains acteurs d'Internet. Autre principe, troisième ou quatrième principe, je ne sais plus, qui fonde notre République sociale, c'est le droit du travail. Or, aujourd'hui, de grandes plateformes ne reconnaissent plus ce droit. Tout le monde est indépendant, tout le monde est auto-entrepreneur. Alors, vous savez ça peut-être que je me défends, j'attaque Uber pour la requalification de 200 chauffeurs VTC qui n'ont pas le droit à ce droit du travail. Uber ne respecte pas non plus le RGPD, entre autres choses. Le droit du travail est fondamental de notre République française, de notre République numérique. Il est aujourd'hui attaqué. Enfin, et nous sommes peut-être tous d'accord là-dessus, il faut défendre le principe de souveraineté. Cette fameuse souveraineté populaire dont nos révolutionnaires parlaient tant, cette souveraineté qui est un mot aujourd'hui qui est réinventé, qui est retrouvé. Malheureusement, la loi française ne s'applique plus en France. Face au grand du numérique, la loi française ne s'applique plus en France. Et j'aurai énormément d'exemples à vous donner. Alors, quand vous m'avez posé la question de quel nouveau droit numérique avons-nous besoin, j'ai envie de dire, ne faisons pas trop de prospective. Ces droits dont nous avons besoin, c'est ceux d'hier, aujourd'hui. Et ces quelques principes fondamentaux que j'ai énoncés de la République laïque et sociale devraient se retrouver dans ce beau concept de République numérique. Merci beaucoup.